Et bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de pause, le Mageco est de retour, tout comme Olivier Amar du Journal des Entreprises. Bonjour Olivier. On déroge pas à la tradition, je vous laisse ouvrir ce magazine avec votre invité de la semaine. Nous accueillons aujourd'hui donc Célia Nancioni, dirigeante de l'entreprise Valorismi. Oui, Valorismi, qui est une entreprise qui a quelques mois, mais qui a été créée quand même, ou lancée il y a quelques années, qui commercialise des encas protéinés pour une clientèle féminine. Et Célia est aussi, depuis peu, et pour un an, ambassadrice des femmes entrepreneurs en Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, comment c'est né Valorismi, cette entreprise que vous avez lancée, dont vous avez déposé les statuts il y a tout juste quelques mois, hein? Tout à fait. Alors, c'est venu d'une expérience personnelle. Donc, moi, je fais du karting en compétition depuis que je suis jeune, une passion que m'a transmise mon papa. Et à l'adolescence, j'ai eu des problèmes de carence en fer, principalement, et je ne trouvais pas de produit qui permettait de répondre à ma demande. Donc, j'ai commencé à en créer d'abord pour mon utilisation personnelle, et puis j'ai eu des retours de mes proches qui étaient également sensibles à cette demande. Et en intégrant l'ESA, du coup, en 2020, j'ai commencé à développer ce projet, qui aujourd'hui, du coup, s'est concrétisé. Alors, vous vous adressez particulièrement à une clientèle de femmes avec des encas protéinés. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que c'est des produits qui répondent nutritionnellement parlant aux besoins de la femme, donc typiquement des produits enrichis en fer, qui est une problématique qui touche énormément les femmes, 20% des Françaises qui ont des carences en fer, et puis également des besoins, notamment en termes d'énergie, en termes de glucides assez spécifiques, qui permet de mieux accompagner la femme, que ce soit donc dans le cadre du sport ou dans la vie de tous les jours, et de lutter un petit peu contre la baisse de performance, les petits problèmes qu'on pourrait avoir pendant le cycle menstruel, par exemple. Alors, vous fabriquez pas les produits, vous les concevez, vous les faites fabriquer. C'est un choix, c'est pour raison pratique. Alors, c'était vraiment notre volonté de pouvoir développer aussi l'économie territoriale et donc angevine. Donc, on travaille avec des ESAT, donc qui sont des établissements qui permettent à des personnes en situation de handicap de collaborer avec nous. Et donc, c'est eux qui ont toute la tâche de la conception du produit une fois qu'on leur a donné le livrable avec les recettes. L'objectif, c'est donc de pas nécessairement de fabriquer vous-même, hein. Tout à fait. D'accord. Alors, vous êtes deux associés. L'équipe va, avec, je peux la citer, Annelise Béliard, hein, et l'équipe va s'agrandir à terme ou pas ? Oui, c'est le but. Donc déjà, d'ici fin d'année, on souhaiterait embaucher une personne, notamment sur le pôle commercial. Et puis ensuite, dans les années à venir, puisqu'on va avoir, je pense, beaucoup de demandes, et donc on va avoir besoin de renforcer l'équipe et la complémentarité, surtout au sein de l'équipe. Alors, à partir de quoi sont fabriqués vos produits ? Vous travaillez vous travaillez beaucoup avec des ingrédients locaux, hein, c'est l'objectif. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus local possible. Donc, quand on trouve sur Angers, on prend sur Angers. Quand on ne peut pas, c'est à l'échelle de la France. Et donc, on travaille avec des fruits secs, par exemple, des oléagineux, du cacao, des produits qui sont vraiment connus de tous. Et on n'a aucun ingrédient synthétique, aucune molécule synthétique. Tout est vraiment naturel. L'entreprise s'appelle Valorismi. On valorise aussi des produits. Tout à fait, donc des coproduits, donc typiquement de la pulpe de fruits, par exemple du marc de pomme qui est issu de la pulpe de pomme quand on fait du jus de fruits. Et le but, c'est vraiment de venir lutter contre le gaspillage alimentaire sur cette partie-là aussi. La commercialisation a déjà commencé parce que vous dites que les statuts viennent d'être déposés. La commercialisation, elle est en cours, donc là on a ouvert les précommandes et on sera présent d'ailleurs ce week-end à Nantes pour lancer officiellement le lancement, la précommande. Vous voulez travailler au départ avec une clientèle locale, hein, dans l'Ouest. L'objectif, c'est aussi de grandir au niveau national. Tout à fait, oui. D'ici 2 ans, on aimerait être présent dans tous les points en France, donc notamment via nos partenaires, magasins, distributeurs, pour pouvoir permettre à tout le monde, à chaque coin de la France, de pouvoir se fournir. Actuellement, vous proposez 2 recettes. Il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration. C'est assez long, en fait, de travailler sur ce type de produit, ce qu'on sait peu, en fait. Oui, c'est vraiment très long. Normalement, dans l'alimentaire, on pense qu'on peut sortir un produit rapidement, mais en fait, entre le moment où on a la première version, déjà le moment où on va avoir la version finale, les tests, tous les résultats qu'il faut avoir, et puis surtout la réglementation qui est très spécifique en alimentaire, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, il nous a fallu 3 ans pour développer 2 recettes, ce qui est relativement long, mais qui est cohérent par rapport aux produits qu'on souhaite développer. Et il y en a 5 en cours d'élaboration. Hein, Tout à fait. Ça. D'accord. Ces nouvelles recettes, vous les testez ? Vous avez un panel de personnes qui les testent ? Alors, on les teste, que ce soit dans des événements qui peuvent être orientés sur le sport. Je pense à Vélo à Nantes, je pense à Nature East Bike à Angers, ou avec des sportives qu'on choisit parmi nos bêta-testeuses. Et le but, c'est vraiment d'avoir des retours et de
co-créer en fait les recettes avec elles pour avoir le produit qui correspond le plus à leurs attentes. Alors, vous le dites, vous vous adressez aux femmes sportives ou aux femmes actives. Est-ce que vous avez dans vos références des femmes qui sont un peu emblématiques, connues dans le domaine du sport, qui peuvent booster la marque? Ou est-ce que vous êtes en recherche de ce type de personnes? Alors en ce moment, on en rencontre beaucoup. J'en vois d'ailleurs 2 cet après-midi. Le but, c'est vraiment de venir rechercher nos ambassadrices pour cette année et pour les années suivantes. Donc on a échangé avec des athlètes qui sont connus comme Claire Suppiot par exemple. Et le but, c'est vraiment de pouvoir trouver des personnes qui sont sensibles aux valeurs qu'on défend et qui ont vraiment cette cause à cœur aussi de venir travailler sur un projet qui a pour but d'aider les femmes. Alors, on est aussi dans une année exceptionnelle sur le plan sportif avec Paris 2024. C'est un événement sur lequel vous voulez vous appuyer aussi? Oui, oui. Donc là, par exemple, cette année, on sera à Vivatech, où il y a une grosse thématique sur le sport, forcément. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir montrer nos produits, de pouvoir, pourquoi pas, les faire tester et de pouvoir se servir de l'après-JO aussi pour pouvoir continuer à développer nos produits. Alors, vous avez suivi un cursus d'ingénieur à l'ESA, l'École supérieure d'agriculture. Vous avez été diplômé tout récemment, hein, c'était en mars, vous avez reçu votre diplôme. Parallèlement, vous avez travaillé à la création de cette entreprise. Créer l'entreprise, c'était l'objectif quand vous êtes rentré à l'école? Alors au début non, c'était vraiment juste un projet, j'ai envie de dire, de temps, de passion personnelle, mais le but c'était pas du tout de créer une entreprise, c'est vraiment l'opportunité qui s'est créée pendant mon cursus, mais à la base c'était pas la volonté. Et on peut mener de front des études d'ingénieur, la création d'une entreprise? On peut, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande de sacrifier certaines choses, pas mal de temps personnel et de travailler le soir et le week-end. Le mois dernier, c'était le 8 mars, il y a tout juste un mois, vous avez été reçu à Matignon par le Premier ministre et les ministres Laurent Berger et Olivia Grégoire. C'était à quelle occasion? Alors du coup, le but, c'était d'avoir cette rencontre suite au concours 101 femmes entrepreneurs à Matignon, qui avait pour but de mettre en lumière justement l'entrepreneuriat féminin et donc les femmes qui entreprennent aujourd'hui et également les difficultés qu'il y a pour entreprendre en tant que femme. Et donc sur ces 2 jours, on a eu une première journée vraiment de conférence où on nous a parlé par exemple de la création de la Schtroumpfette. Donc petite histoire assez sympathique puisque ça a permis de mettre en lumière justement pourquoi en fait la Schtroumpfette elle a été créée et en l'occurrence pour mettre un petit peu le bazar dans un milieu assez masculin. Et donc de partir de ce constat pour ensuite évoquer des chiffres un petit peu plus spécifiques sur l'entrepreneuriat féminin, sur le fait que les femmes ont beaucoup plus de mal à lever des fonds et donc ensuite des ateliers thématiques pour justement nous aider à réussir à reprendre, j'ai envie de dire, un petit peu le dessus là-dessus. Et ensuite, le vendredi, donc, on était reçus à Matignon donc avec le Premier ministre et les ministres. Et on a pu échanger avec eux, débattre sur certains thèmes et donc faire un petit peu le tour de tout l'écosystème et des personnes qui étaient présentes, qui accompagnent aussi les femmes et les startups en général. Alors, vous avez été nommée ce jour-là ambassadrice des femmes entrepreneurs en Maine-et-Loire pour 1 an. En quoi ça consiste et quel va être votre rôle pendant cette année? Alors, ça consiste principalement à montrer, entre guillemets, l'exemple sur le fait que c'est possible d'entreprendre et d'être une femme aussi, en parallèle de nos études ou de notre vie personnelle aussi, et de vraiment pouvoir sensibiliser les jeunes, et les moins jeunes également, à se lancer et justement à ne pas avoir peur de se dire « parce que je suis une femme, ça va être plus difficile pour moi, donc je ne vais pas y aller ». Le but, c'est vraiment de pouvoir les encourager, de pouvoir parler et de montrer l'exemple et de pouvoir les accompagner du mieux possible. Et donc, pour ma part, ça va être de participer à des événements et de parler de mon parcours, de mes réussites, mais aussi de mes échecs, des difficultés que j'ai vécues et de venir vraiment les motiver pour pas se décourager avant même de commencer ou pas se décourager en cours de chemin. Vous-même, vous avez été découragé quelquefois parce que c'est pas si simple de créer une entreprise. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a des choses, beaucoup d'imprévus, beaucoup de difficultés, des barrières à lever, etc. Vous avez été tenté de baisser les bras aussi? Je pense un nombre incalculable de fois, oui. C'est très dur, l'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes. Donc il y a des jours où tout va bien, on a l'impression qu'on va découvrir le monde entier. Puis il y a des jours où on se pose des questions et on se demande si on n'aurait pas mieux fait en fait, de ne pas se lancer dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est une expérience qui vaut vraiment le coup d'être vécue et malgré les difficultés, de continuer à avancer. Surtout de bien s'entourer. C'est plus difficile pour une jeune femme? Je pense que c'est plus difficile pour une jeune femme, oui, malheureusement aujourd'hui, parce qu'il faut trouver des bons partenaires dès le début, qui vont nous accompagner et qui vont vraiment aller au-delà de l'aspect femme et est-ce qu'on a la capacité en fait pour mener un projet. Et pour ma part, j'ai reçu beaucoup de remarques sur le fait que j'étais une femme et que l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi. Donc c'est une cause aujourd'hui que encore en 2024. Encore en 2024 et même en janvier 2024. Donc, Et c'est ce que j'allais vous demander, moi, à titre personnel, quels sont les freins les plus
plus importants que vous avez rencontrés, mais c'est apparemment ça, c'est les critiques, C'est les critiques. Alors je pense que déjà une femme dans le milieu automobile, j'ai pas forcément bien commencé non plus mon parcours. Ensuite, quand j'ai voulu entreprendre, on m'a dit bon voilà, une femme seule, ça va être compliqué. Donc après, j'ai trouvé une associée, mais on était toujours 2 femmes. Et récemment, on m'a fait la réflexion que s'il n'y avait pas d'hommes dans mon équipe, mon entreprise, elle pourrait pas finalement se développer correctement parce qu'il manque cette capacité à tenir sur le rythme qu'on n'aurait pas. On a souvent évoqué à ce micro le sujet des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, ça dépend des termes. Il y a un réel travail toujours à faire auprès des jeunes femmes qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même des femmes un peu plus âgées. Oui, je pense qu'il y a toujours un réel travail, déjà vraiment sur le côté encourager, motiver, et puis justement parler de ces choses, de ces critiques qu'on peut avoir, parce qu'on a parfois l'impression que c'est personnel. Et en fait, non, c'est juste que je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la société également, sur nous aussi, et puis sur tous les entrepreneurs en sens général, de vraiment dire que c'est possible et qu'au final, il ne faut pas s'arrêter au sexe biologique, entre guillemets, de la personne, mais vraiment aller derrière sur son parcours, sa motivation, et finalement la passion qui l'anime, puisque c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Pour se lancer, il faut être accompagné aussi. C'est souvent très utile dans plein de domaines. Vous l'êtes aussi accompagné dans votre aventure entrepreneuriale ? Oui, on est très accompagné et je pense que c'est un point très important, d'autant plus pour les femmes. Mais pour moi, c'est un critère de réussite. Donc, on est accompagné par plusieurs partenaires. Je pense par exemple à Initiative Anjou, je pense à France Active, à notre banque partenaire, à des organismes comme le Pépite qui nous ont accompagnés quand on était étudiants, donc spécifique pour les étudiants entrepreneurs. Et c'est vraiment important d'avoir tout cet écosystème qui déjà va nous motiver, va nous accompagner. Puis quand il y a de la difficulté, ils sont là pour nous aider. Dernière question, les prochaines échéances pour Valorise Me, c'est quoi ? Du coup, c'est de mettre en place donc, cette période de précommande. Donc, le lancement est, comme je le disais, ce week-end officiellement. Et ensuite, de pouvoir lancer nos 2 premières gammes donc, dès le printemps, je pense fin avril, début mai. Et ensuite, de pouvoir développer les 5 autres recettes d'ici fin d'année pour présenter lors des événements et puis continuer de développer cette belle aventure. Merci beaucoup, en tout cas, Célia Nansoni, d'avoir été notre invitée. Dirigeante donc de l'entreprise Valorise Me. On pourra d'ailleurs prochainement suivre votre actualité sur le site internet actuellement en construction. Ça fait partie des projets valorise-me.fr. On vous souhaite évidemment plein de réussite dans ce projet entrepreneurial. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou. Olivier, quelques informations en bref et on commence avec des nouvelles de Télélogos. Oui, l'éditeur de logiciels angevin Télélogos qui enregistre chaque année une croissance à 2 chiffres. Il a doublé son effectif en moins de 5 ans. Il réalise un international 20% de son chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 7 millions d'euros. L'entreprise a ouvert début 2024 un bureau aux États-Unis pour se renforcer à l'export. Télélogos travaille dans l'affichage dynamique avec la diffusion d'informations sur des réseaux d'écrans d'agences, de lieux publics, de groupes industriels ou de réseaux de magasins et aussi dans la gestion d'équipements informatiques fixes ou mobiles. L'entreprise emploie 73 personnes. Elle est déjà présente en Amérique du Sud, et puis elle compte des clients dans plus de 50 pays en Europe, en Asie, en Australie ou encore en Afrique du Sud. Un déménagement à présent qui concerne notamment la Fédération française du bâtiment. Oui, alors c'est un déménagement pour lequel on n'a pas encore de date, mais la FFB de Maine-et-Loire, l'UIMM, donc la métallurgie et le MEDEF Anjou ont annoncé le lancement d'un nouveau projet immobilier dans l'agglomération angevine. Les 3 structures sont installées actuellement dans la maison des entreprises dont elles sont propriétaires, rue du Docteur Guichard à Angers, et elles souhaitent s'installer dans de nouveaux locaux. Le futur site n'est pas défini, il pourra s'agir d'un immeuble existant ou à construire qui devra, je cite, perpétuer cette tradition d'accueil de la maison des entreprises, mais aussi renforcer la dynamique de réseau à laquelle les 3 associés sont attachés. Et puis un mot sur l'actualité d'Exaropro. Oui, Exaropro, c'est une entreprise de Trélazé. Elle a été reprise par Copilote, qui est un groupe installé à Vertou. C'était autrefois Mediapilote qui avait été créé à Cholet. Exaropro est spécialisée dans l'impression numérique multisupport. Elle a été fondée dans les années 80 avec une équipe de 7 collaborateurs. Elle sera désormais dirigée par Vincent Bernard qui est fort de 30 années d'expérience dans le secteur, notamment au sein des concessions Xerox. Merci Olivier, on poursuit notre magazine avec les débats de l'écho. Les débats de l'écho, RCF Anjou. Un quête de sens, juste partage de la valeur, recherche d'équilibre entre vie pro et vie perso, bien-être au travail. Ces termes reviennent aujourd'hui sans cesse dans la sphère professionnelle. Depuis l'épidémie de Covid, managers et salariés expriment davantage publiquement leur besoin d'œuvrer au sein d'un environnement de travail bienveillant, éthique, collaboratif et qui joue la carte de la transparence. Des exigences soutenues qui imposent aux entreprises de se réinventer. Les remises en cause du travail et du management actuel se multiplient. Le nombre de burn-out a tendance à augmenter.
Pendant ce temps-là, des salariés s'ennuient dans leur métier, d'autres, pour préserver leur santé, choisissent de ne faire que le strict minimum. Alors le tableau est pas très gai, dépeint comme ça, mais il reflète une certaine réalité du monde du travail aujourd'hui. Certains parlent de désenchantement. En tout cas, ça préoccupe bon nombre d'entreprises qui cherchent à inverser la tendance, à l'image des 2500 entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui étaient réunis il y a quelques jours à Bordeaux pour leurs assises nationales sur ce thème précis. Comment réenchanter le travail, comment répondre aux attentes des travailleurs et qu'est-ce qui freine leur envie de s'engager aujourd'hui. On va tenter d'apporter quelques réponses, quelques éléments de réponse avec nos débatteurs. Olivier Masclef, enseignant-chercheur à l'IRCOM, directeur de la chaire Management du Travail Vivant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous également Michael Hainaut, président du groupe InWest, dirigeant de l'entreprise à mission Ma Grande Forêt. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous également. D'abord sur le constat, Michael, est-ce que vous êtes vous partagez ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un réel désenchantement du travail aujourd'hui ou pas? Oui, je crois que c'est vrai. C'est vrai et on est, je crois, un peu tous peinés en fait de cette situation parce que on n'a pas cherché à ce que ça puisse, en tant que dirigeant, en tant que manager, à ce que ça puisse exister. On le subit plus qu'autre chose et en même temps, on essaye d'avoir une dynamique qu'on n'imaginait même pas il y a encore quelques années. On pensait évidemment faire bien, fort de constater que ça ne devait pas être le cas. On essaye dans un premier temps, et c'est important chez nous, de pouvoir toujours avoir des emplacements à proximité du centre-ville, permettant derrière d'avoir un écosystème, de par les générations qui derrière n'ont pas forcément de voiture, ont un mode de fonctionnement derrière qui peut être un peu différent. Et un de nos critères d'ailleurs de recrutement, c'est qu'est-ce qu'ils font après ou avant leur travail, parce que nous on a une position un peu forte sur le télétravail, sur lequel on ne souhaite pas ce qu'il y en ait trop, parce que nos entreprises sont des entreprises collaboratives, et pour collaborer il faut se voir. Donc c'est dans ce sens-là. Donc on essaye d'avoir des locaux qui sont sympas. On a un bar clandestin, on a une cabane, on a pas mal de choses, et bien évidemment nous avons eu toute une dynamique à une certaine époque avec des flippers, des billards. Enfin, on a tout essayé qui nous permettait derrière, tous ensemble, en fait, d'avoir des endroits sympas. On reconnaît à quel point l'endroit, nous n'avons pas de machine à café, nous on a des bons cafés qui nous permettent de nous retrouver et qui nous permettent de collaborer en passant du temps dans des espaces conviviaux. Mais vous le prenez pour vous, Michael, ce désenchantement, vous le prenez pour vous, pour le compte des employeurs? En fait, on nous a redonné un peu la balle là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on subit le fait que c'est notre responsabilité. Véritablement, je ne crois pas, sur le fond, les problèmes personnels que l'on ramène à l'intérieur de l'entreprise, à une certaine époque, n'étaient sûrement pas ramené. Enfin, c'était une histoire de culture, vraiment de différenciation. Aujourd'hui, on parle privé à l'intérieur de l'entreprise toute la journée, sans faire exprès, ce qui n'existait absolument pas avant. Avant, me semble-t-il, il y avait des personnes qui avaient des difficultés personnelles et qui, du coup, étaient heureuses quand elles venaient à l'entreprise parce qu'elles oubliaient, en fait, leurs problèmes personnels. Aujourd'hui, on a un mix de tout dans cette même journée, grâce et à cause des réseaux sociaux, à cause de cette différence managériale que nous avons aujourd'hui, sur cette liberté de pouvoir se dire, eh bien, pourquoi pas, prenons un rendez-vous de dentiste devant ses collègues à 15h l'après-midi, ce qui n'existait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, en fait, nos entreprises sont devenues un endroit de passage, sur lequel nous avons besoin de produire, parce que je vous rappelle juste que c'est une entreprise sur laquelle nous avons besoin d'avoir une production, hein, c'est quand même juste le propre de l'entreprise, et c'est une difficulté. Les marges baissant, on peut innover moins. Si les marges ne sont pas là, peut-être que les locaux seront moins bons. Voilà. Et ça, c'est très dangereux. Donc, en fait, on continue d'investir sur une culture d'être bien ensemble. Et parfois, on y arrive. En tout cas, on essaye d'y arriver. C'est ce que l'on entend. Et puis, quand c'est pas le cas, on rectifie le tir et puis on essaye. Sauf qu'on essaye depuis 5 ans. Olivier Masclef, qui a besoin d'être réenchanté? Est-ce que c'est seulement finalement les salariés ou est-ce que les entrepreneurs, eux aussi, ont besoin de ce réenchantement?
Alors moi, je vais faire un pas de côté. Moi, ma thèse, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est le travail qui doit être réenchanté, en fait. Et c'est le travail. C'est pas les personnes. Et pas les personnes. Voilà, c'est un peu. Alors, je choque toujours tout le monde à chaque fois que je dis ça, parce que, vous voyez, c'est pas du management humain. Si, c'est du management humain, sauf qu'on passe par le travail. Mais ce qui nous réunit tous, c'est le travail. Donc, à partir du moment où on prend le travail au sérieux, à partir du moment où on en prend soin, et donc qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Moi, j'ai apporté quelques chiffres, je ne sais pas si je les donnerai tout à l'heure. Je suis la caution académique de l'émission. Il y a le dernier rapport du Haut Commissariat au plan est assez alarmant. 42% des actifs estiment que leur supérieur ne reconnaît pas leur travail à sa juste valeur. 34% aux États-Unis, 28% aux États-Unis, au Royaume-Uni. Bon, je veux dire, 42%, c'est presque la moitié, c'est énormissime, quoi. Donc, ça montre bien que le travail, enfin, les salariés viennent en entreprise pour travailler. C'est là que ça se passe. Donc, quand vous ne reconnaissez pas le travail, quand vous n'en tenez pas compte, ça crée de la souffrance et du désamour, ça c'est sûr et certain. Alors après, que ce soit l'entrepreneur ou le salarié ou le partenaire, enfin voilà, c'est... Ça veut dire quoi, que le manager est pas capable de dire quand si, ça va alors, bien, en fait, moi je suis assez sensible à ce que monsieur a dit tout à l'heure. Sous-entendu, on le fait pas exprès. Moi je suis dans l'enseignement en management depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière dans une grande business school française. Je suis témoin pour dire que les modes de management se sont détournés du travail. Le rapport d'ailleurs le dit. D'où viennent ces 42%? Ça vient des modes de management qui induisent peu de reconnaissance, en fait. Et en fait, quand vous avez des personnes qui sont formées, alors maintenant école de commerce ou école d'ingé école de commerce, école d'ingé ou université, à des méthodes de management, c'est naturel qu'après, quand ces personnes vont au travail, elles pensent bien faire parce qu'on leur a enseigné que manager une entreprise, c'était comme ça. Et on est en train de redécouvrir un peu que il y a des modes de management à revoir, en fait, d'une certaine façon. Donc, Olivier, vous vouliez réagir. Vous parlez d'un manque de reconnaissance. Sur quoi elle se base, cette reconnaissance? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend comme reconnaissance quand on travaille? on attend déjà que le supérieur hiérarchique, parce qu'en fait, dans les sciences, c'est très clair, la reconnaissance vient du supérieur hiérarchique direct. Que le supérieur hiérarchique soit attentif au travail qui est fait, le suive, le constate, et puis fasse un retour. C'est-à-dire, quand ça va bien, de le dire, et quand ça va pas bien, de le dire aussi. C'est ces choses-là. Et on se rend compte que les managers sont assez peu formés, en fait, à ces pratiques de reconnaissance dans leur Donc, c'est pas nécessairement le salaire. Ah non, c'est pas nécessairement le salaire. C'est pas nécessairement le salaire. Ça vient au deuxième. Alors bien sûr, quand le salaire n'est pas là, c'est une forme d'injustice, mais on se rend compte que les gens tiennent plus longtemps, paradoxalement, avec des salaires un peu plus bas, en fait, avec un mécontentement sur le salaire, s'ils y trouvent du sens, en fait. C'est assez curieux, mais c'est ça. Ils partiront, mais ils resteront plus longtemps, alors qu'inversement, la souffrance est plus grande. Vous constatez la même chose, Mickaël, ou pas? Autour de vous, chez vous? Oui. En fait, la complexité du management depuis quelques années, me semble-t-il, et je prends un peu de pincette. Nous ne souhaitons pas, quand je dis nous, c'est un grand nombre de dirigeants, et quand on en discute derrière, arriver dans la manipulation ou l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont performants, et qui portent l'entreprise. Il y a des personnes qui sont un peu moins performantes et qui ne porteront pas l'entreprise, mais sont nécessaires à l'écosystème et permet derrière de pouvoir... Voilà. Et donc, c'est compliqué d'avoir une reconnaissance béate de certains membres qui ne sont absolument pas à la hauteur de là où on les attend. Et donc on juge la finalité du travail. Ben oui, parce qu'en fait, évidemment, sur le fond. L'important, c'est pas de participer. Si, l'important, c'est de participer, bien évidemment. L'important, c'est de participer, mais on a des fins de mois dans une entreprise. Et donc, en fait, il faut arriver à trouver le bon mix qui fait que derrière, on puisse pousser les personnes à devenir plus performantes pour elles, pour leur mode de fonctionnement, sans tomber dans la manipulation. Donc, et ça, c'est toujours très important. Donc, le bien-être, comme on en parlait, il est primordial à ce que la structure en elle-même puisse derrière ressembler à ça. Mais nous ne sommes pas tous égaux à travers les entreprises. On en parle assez souvent. Comment comparer une entreprise du tertiaire avec une entreprise du bâtiment ? En fait, à chaque fois, il y a un cas de figure différent. Et puis, il y a des très mauvais managers.
et qui sont là parce que derrière, ils ont fait des écoles, parce qu'ils ont été recrutés un jour, et parce qu'ils pourrissent toute une génération qui, derrière, n'a absolument pas besoin de ça. Donc, mais il y a de la performance qui n'est pas forcément mesurable à travers des chiffres. Il y a des gens qui sont joyeux. Il y a leur sourire du matin entraîne 3 ou 4 autres sourires. Et eux, leur performance à eux, hormis évidemment leur fonction et leur mission, on sait qu'ils sont là également parce que derrière, ils amènent de la bonne humeur. Et cette bonne humeur, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas manipulable. Elle est là et on en est très heureux. Mais on n'a pas que des gens heureux parce que dans la vie, il y a des soucis et vous n'êtes qu'une seule personne. Justement, la dimension collective du travail. Oui, Olivier, je vais revenir sur ce qui a été dit. Là, la question de la reconnaissance, c'est pas la reconnaissance béate. C'est-à-dire que la reconnaissance, il y a de la reconnaissance positive et de la reconnaissance négative. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup... Enfin, moi, je l'ai vu, par exemple, dans une étude, je ne vais pas dire l'entreprise, parce que là, pour le coup, ça, des personnes que j'ai interviewées qui me disaient comme ça, droit dans les yeux, on sait qu'on fait du sale boulot, on sait que le manager le sait, mais il ne nous dit rien. Voilà, donc, voilà. Mais le problème, c'est que quand vous avez ça qui s'installe en forme de culture, ça veut dire que quand le manager vient nous voir pour nous dire que c'est du bon boulot, ils se disent, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Donc, même la reconnaissance négative, en fait, elle a été touchée, moi je pense, par une espèce de mode autour de la bienveillance qui existe depuis une dizaine d'années, quoi. Entendu, par bienveillance, on ne va pas dire, à dire à quelqu'un, écoute, je suis un peu étonné par ton boulot, tu m'habitues à mieux, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut discuter? Ça n'est quasiment plus possible dans certaines entreprises parce qu'il faut être bienveillant. Réenchanter, ça passe par plus de franchise. Mais c'est ça. La bienveillance, mais sans complaisance. Olivier, il y a réagir. Vous abordez des questions comme le bien-être au travail, la reconnaissance, le sens qu'on donne à son travail. Il semblerait qu'on tombe des nues là tout d'un coup et qu'on se rende compte que c'est des sujets qui sont d'actualité. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été d'actualité dans le monde du travail? Oui, sûrement. Oui, sûrement, parce que pour faire du management depuis toujours, on s'est habitué d'abord à faire des recrutements qui correspondaient aux besoins que nous avions. En prenant en compte que la personne ne sachant pas tout, et bien évidemment, étant donné qu'elle sortait des écoles, on pouvait co-construire en fait un plan de carrière avec une vision sur du temps long. Il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que notre investissement devait être amorti un petit peu plus tôt parce qu'on ne pouvait pas se dire derrière, tiens, on va te former pendant 2-3 ans, parce que dans 2-3 ans, la personne sera peut-être partie parce qu'elle souhaitait partir. En ça, en fait, c'est pas gênant. Nous sommes des vieux managers, étant donné qu'on a 50 ans, et donc on a des enfants qui eux-mêmes nous ont plus appris que le management que l'on a appris il y a 25 ans. Et on voit bien leur comportement, et on voit bien leur mode de fonctionnement. Et en vrai, ils ont raison. Ils ont raison de se dire d'ailleurs, j'ai pas envie de m'emmerder dans une boîte qui me plaît pas, j'ai pas envie de vendre un produit qui me convient pas, j'ai pas envie de marketer ce produit-là, j'ai pas envie de construire ce mur qui va tomber, j'ai pas envie de tout ça. Et en ça, il y a une forme d'honnêteté pure et donc qu'il faut entretenir. Mais c'est comme la relation client. Il y a des gens qui aiment leurs clients, il y a des gens avec lesquels derrière qui font qui poussent les choses. Donc tout ça est une histoire d'honnêteté, j'allais presque dire d'éducation. C'est très compliqué à pouvoir dire derrière qu'on gagne énormément de temps avec quelqu'un quand on recrute qui est bien élevé. Ça veut dire quoi, bien élevé? Et donc là, on rentre évidemment dans des castres ou dans des passages qui sont compliqués. Néanmoins, en vrai, dans nos entreprises, nous recrutons des gens qui se ressemblent. Juste un mot sur la dimension collective, parce que vous en parliez tout à l'heure, Mickaël. Est-ce qu'il y a besoin aussi de ce collectif pour réenchanter le travail? Il y a besoin de ce collectif, c'est nécessaire. Pareil, je vais rebondir sur ce qui a été dit avec le sourire et ainsi de suite, mais la dimension collective du travail avec ces modes de management modernes a été battue en brèche d'une certaine manière, et ça revient parce qu'on veut avoir des collègues sympas, on veut avoir des collègues avec qui échanger, on veut apprendre des collègues, et puis donc aussi, le télétravail, ça participe pas au réenchantement? Alors ça c'est un autre sujet, et ça, voilà. Alors moi ma thèse c'est que ça participe moyen, ouais, ça c'est évident là-dessus, hein, mais on le sait, le premier médicament contre le stress au travail, c'est la dimension collective. C'est le fait de ne pas se retrouver seul devant les difficultés à surmonter. Ça, c'est clair et net. À partir du moment où vous séparez les gens, où vous les mettez en silo, vous créez
tout le contexte pour créer du malaise en fait. Donc c'est la dimension collective et elle va passer par les échanges, par les travaux de groupe, mais aussi par tout ce qui tourne autour du travail. On en rigolait tout à l'heure, mais les tables de ping-pong, tout ça ne fait que favoriser ça, quoi. Donc Et justement, un dernier mot par rapport à ça. Est-ce que vous avez parlé de toutes les initiatives que vous essayez de mettre en place, Mickaël, au sein de votre entreprise, alors, pour créer des lieux accueillants, pour créer des animations, de la diversité, de la rencontre. Juste, est-ce que dans cette société qui promeut à fond le loisir, on est obligé de faire du travail un lieu de loisir, est-ce qu'on est rentré dans cette culture-là ? Vous vous sentez obligé ? Sûrement. Alors, non, parce que moi, c'est avec plaisir. Parce que d'un autre côté, j'aimerais pas non plus travailler dans un endroit qui soit pas joli, sur lequel derrière, pour des raisons économiques, on puisse pas repeindre un mur, on puisse pas mettre une cloison supplémentaire pour plus de confort phonique, etc. Donc en fait, je crois que naturellement, à l'intérieur de l'entreprise, on aime bien ça et que on choisit tous ensemble le nouveau canapé, ou le nouveau tapis, ou la nouvelle déco qui va être mise en place. Mais l'important, c'est que ça ne représente pas de coût, ça représente un bien-être. À une époque, c'était il y a 5-6 ans, on disait il faut que nos endroits où nous travaillons soient plus jolis que là où habitent nos salariés et nos équipes. Et donc, en fait, du coup, on s'est retrouvé avec des éléments très personnels dedans. Mais on a eu la chance dernièrement de rénover un bâtiment sur lequel nous avions une salle des coffres, parce que c'est une ancienne banque, la plus vieille banque d'Angers, dans le centre-ville. Donc, notre premier critère, c'était l'hypercentre et la facilité derrière à pouvoir retrouver ses copains, ses copines à 18h le soir, ou d'aller manger avec ses amis de midi rapidement. Et puis, il y avait une cave qui était l'ancienne salle des coffres sur laquelle nous en avons fait un bar et une salle de réunion. Bon, au milieu de ça, du coup, il y a des bières qui sont brassées. Il y a un jeu de fléchettes sur lequel il y a une compétition tous les mois. Et puis, le lieu en lui-même, c'est plus du management. C'est quelqu'un qui a envie de se dire, tiens, on fait une partie de fléchettes et on va prendre un verre. Ouais. Et donc, en fait... Et les choses se font tout à fait normalement. Alors, comme tout le monde ramène ça au coût, sûrement il y a un coût. Mais en fait, il n'est même pas mesuré chez nous. Parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait par mois une 50aine de bières qui soient bues, 5 pizzas commandées, etc. En fait, on s'en fout, surtout. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on ait envie de se retrouver autour d'un moment et autour de la bière pendant le jeu de fléchettes. Mais il y a toujours un dossier qui sort et une discussion qui s'en vont. Donc, en fait, il y a un écosystème qui se met en place par rapport à ça. Merci, en tout cas, à vous deux. Mickaël Hainaut, président du groupe InWest et dirigeant de Ma Grande Forêt. Olivier Masclef, enseignant-chercheur à l'IRCOM. Merci pour ces échanges. On va s'arrêter là parce que je vois que l'heure tourne et il y aurait encore beaucoup à dire sur le réenchantement du travail. Et peut-être que l'une des clés, c'est de prendre la vie professionnelle avec le sourire. RCF Anjou, le Mag-Éco. Et on retrouve pour ça Paola Dupéret. Bonjour Paola. Bonjour Bastien. Enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest, spécialiste des modes de gouvernance responsable des entreprises et chroniqueuse sur RCF Anjou. C'est là de vos plus belles qualités d'ailleurs, je crois. Cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'humour et de travail, un drôle de thème. Oui, Bastien, c'est bien le cas de le dire. Un début de printemps où les oiseaux gazouillent, les arbres fleurissent, en même temps que les déficits publics explosent, la guerre fait rage, le travail va mal. Trêve de morosité. Explorons, si vous voulez bien, ce thème rafraîchissant. Comment l'humour pourrait-il ébouriffer, pimenter, voire enchanter nos journées de labeur ? Ça nous intéresse. Dites-nous en davantage, Paola. Alors, peu de gens le savent, Bastien, mais l'humour est un aspect fascinant de la psychologie humaine. Figurez-vous qu'il existe même plusieurs théories psychologiques qui tentent d'expliquer pourquoi nous trouvons les choses drôles. Par exemple, si pour Freud, l'humour est la porte cachée de l'inconscient et fait affleurer ce que l'on s'évertue à enfouir, d'autres auteurs y voient une forme de libération émotionnelle, une manière de relâcher la tension accumulée. Pour l'écrivain Arthur Koestler, rire est une manière de faire face à l'incongru, à l'absurde, à l'inattendu et d'apprivoiser ainsi une réalité que l'on n'arrive pas immédiatement à assimiler.
Il y a également un côté libertaire, subversif, voire révolutionnaire dans le fait de faire rire. Pensons à la presse satirique, par exemple. En fait, depuis que le monde est monde, l'humour est une manière de prendre de la distance, de dédramatiser, de décentrer et de montrer sans polémiquer tout ce qui présente un caractère insensé, exagéré ou paradoxal. Alors c'est intéressant tout ça, mais qu'en est-il du travail? Parce qu'il y en a qui vont vous dire métro, boulot, dodo, c'est pas très drôle tous les jours. Oui, Bastien, et comment les blâmer, hein? Dans notre culture, le milieu de travail est par définition le domaine du sérieux. On est professionnel, on se retient, on se contraint. On prend les choses avec une certaine gravité. Regardez, rien que le mot « travail » se place dans une filiation étymologique dominée par le pathos. Le tripalium, c'est l'instrument de torture, le labeur, en latin, la souffrance générée par l'effort. Nous nommons même ce moment précis qui précède la naissance d'un être humain, là où la souffrance est à son comble, le travail. Bref, tout ça pour dire que l'on ne rigole pas avec le boulot, et c'est bien dommage, parce que travailler sérieusement sans se prendre trop au sérieux est en réalité gage d'une certaine performance. Et de quelle manière alors? Alors, tout d'abord, en termes de bien-être. Lorsque l'on rit, le cerveau libère des neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine et l'endorphine, bons pour la santé. L'humour permet d'aborder des situations délicates avec bienveillance et sans agressivité. Il est également un moyen puissant de renforcer les liens entre collègues. Cette camaraderie favorise la collaboration, renforce l'authenticité des relations et rend l'atmosphère de travail plus apaisée. L'argutie et la sagacité, utilisées de manière respectueuse et sans arrogance, permettent de relativiser certaines situations qui catalysent des tensions au sein des organisations. En riant de situations stressantes ou en prenant du recul pour apprécier l'absurdité de certaines circonstances, nous pouvons mieux gérer la pression et garder une perspective positive, même dans les moments les plus difficiles. Alors rions plus pour travailler mieux. Sans tomber dans la caricature, hein, évidemment. C'est un peu ça. L'humour au travail est bien plus qu'une distraction. En encourageant le rire, en renforçant les liens entre collègues et en aidant à gérer le stress, l'humour peut transformer nos journées de travail en expériences plus enrichissantes et plus joyeuses. Alors, rions et grand bien nous fasse. On aime beaucoup les chroniques de ce genre. Merci Paola Dupéret, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest. Ça fait du bien. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Une très courte pause et puis après on retrouve notre grand invité, Laurent Massin-Le Goff, gérant du cabinet Angevin Helium Conseil qui accompagne le transporteur Choletais Haguenau dans un projet d'envergure visant à décarboner le secteur qui reste en France un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Bougez pas, c'est moins drôle, mais on va quand même en apprendre beaucoup. À tout de suite. De retour dans le Mag Éco pour évoquer un projet donc très ambitieux et en même temps un projet de bon sens. C'est un fait implacable. Le transport de marchandises est polluant. C'est même le secteur économique qui engendre le plus d'émissions de gaz à effet de serre en France. En 2022, selon l'INSEE, il est à l'origine de 122 millions de tonnes équivalent CO2, soit quasiment 30% du total des gaz à effet de serre produits dans le pays. Au vu du contexte écologique et des changements climatiques, il est urgent pour la filière d'engager un vrai virage pour la transition environnementale. Et c'est ce qui est en train de se jouer en Anjou. Depuis 1 an et demi environ, le groupe Choletais Haguenau a entrepris une réflexion pour créer une plateforme multimodale reliée au réseau SNCF afin de développer le transport de remorques via le ferroviaire et limiter ainsi les déplacements des poids lourds. Un projet d'intérêt public qui mobilise de nombreux acteurs privés locaux et des collectivités territoriales. Pour détailler ce chantier et en expliciter les enjeux, nous accueillons Laurent Massin-Le Goff. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gérant du cabinet Angevin Helium Conseil, ancien directeur général de DHL. Vous avez donc une certaine expérience dans la logistique et vous accompagnez Haguenau et ses partenaires dans cette ambition qui vise à créer un modèle plus vertueux, réduire l'impact carbone de ces entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu crucial. C'est à la fois un enjeu pour ces entreprises de transport, mais pour toute la filière et les utilisateurs du transport. La réduction de l'empreinte carbone est une nécessité qui s'impose à tous, en particulier aux acteurs de la filière, mais aussi à ses utilisateurs terminaux et finaux.
Donc il y a un projet qui est en train de se monter. Je crois que tout est parti d'un coup de fil. Philippe Agenot, le patron du groupe, vous a appelé il y a 2 ans maintenant, pour faire appel à vos expertises et votre conseil. Ouais, souvent, on imagine les projets comme étant des grandes stratégies. Il y a des moments où c'est assez simple, finalement. Spontané. Avec Philippe Agenot, on a le plaisir de se connaître depuis 3 décennies. Il a été l'un de nos partenaires transporteurs importants du temps de DHL et d'autres sociétés. Et Philippe est quelqu'un d'intuitif. Juste en face de son nouveau siège à Trélazé, il y a un terrain qui est bordé par la ligne ferroviaire Angers-Saumur-Tours et après l'ouverture vers les axes ferroviaires européens. Donc dans le site des Ardoisières. Dans le site des Ardoisières. Et Philippe, avec qui on a un courant de discussion quasi permanent depuis 30 ans, m'interroge sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait allier effectivement l'utilisation de ce site avec un projet stratégique d'ampleur. Donc l'histoire a commencé assez simplement. Il nous a demandé effectivement, mon associé et moi, si le report modal ferroviaire, donc le fait de passer les remorques de la route sur le rail, pouvait devenir un axe stratégique majeur de décarbonation du transport en Pays de la Loire. Donc c'était le projet qu'on a initié il y a maintenant 16 mois. Projet qui a pris une autre dimension depuis la validation en conseil communautaire d'Angers-Loire Métropole d'un mandat de préétude opérationnelle, puisque Angers-Loire Métropole devient le sponsor officiel de ce projet et le considère comme étant un projet structurant pour le territoire et ses entreprises. Ça existe ailleurs ou pas ? Oui, le report modal ferroviaire est quelque chose qui existe depuis des décennies. Les premières lignes de transport modal ferroviaire existent depuis 1974. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation particulière dans ce qu'on veut faire. Mais autant, Laurent Massagoff, dans les années 70, le transport combiné, c'était presque la norme, autant il s'est raréfié avec le temps. Il s'est complètement liquéfié, oui. Pour devenir effectivement et ne représenter aujourd'hui, le transport ferroviaire ne représente que 9% du transport en France. C'est la moyenne. Quand on l'applique au Pays de la Loire, c'est 4%. Et quand on le ramène au Maine-et-Loire, c'est 2%. Ouais, c'est ridicule. Et l'objectif, je crois, du gouvernement, c'est de doubler cette part nationale. Alors c'est plus qu'un objectif. On a un gouvernement engagé dans la transition écologique et qui a inscrit dans la loi française le doublement de la part du transport ferroviaire d'ici à 2030. Donc l'idée est de passer de 9% à 18%. Ce qui nous fera quand même être loin de certains pays comme l'Allemagne qui est à 30%. Alors les structures économiques ne sont pas les mêmes, mais qui est à 30% effectivement de sa part transport par le transport ferroviaire. C'est une première étape. Ça va nécessiter évidemment des infrastructures qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors ça va nécessiter la réalisation d'une infrastructure de transbordement rail-route, mais en soi, l'infrastructure, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est anecdotique. Le plus important est l'organisation qui va promouvoir le transport combiné de rail-route. Parce que s'il n'y a pas une masse de flux importante qui justifie la création d'une infrastructure, l'infrastructure ne sert effectivement et ne servira à rien. Donc il faut d'abord identifier les flux qui vont transiter par le rail. Et il faut que ce soit des flux, j'imagine, réguliers en plus. Il y a une typologie de flux qui est plus éligible qu'une autre au transport combiné. Il faut effectivement qu'il y ait de la fréquence, de la répétition. Il faut qu'il y ait une distance supérieur au moins à 400 km pour que le transport par rail trouve toute sa justification économique. Mais il faut, dans une région qui n'est pas une grande région de production industrielle, il faut qu'on soit en capacité de faire cette massification un peu 4.0, c'est d'agréger effectivement des flux qui, a priori, ne s'agrègent pas spontanément. Donc toute la mission et l'étendue de notre travail aujourd'hui est de réaliser cet agrégat des flux de transport. Donc c'est quoi là, le volume estimé pour justement garantir cette rentabilité ? Les premiers chiffres, mais qui seront vérifiés, affinés dans les préétudes opérationnelles, on imagine qu'un terminal se justifie dès lors qu'on a 30 000 transbordements par an.
ce qui reste finalement une goutte d'eau parmi la masse de transport échangé entre la région Pays de la Loire et les autres régions. C'est à peine 1% des trafics. Ce qu'on imagine, c'est qu'un site comme celui qu'on ambitionne d'ouvrir d'ici à 2027-2028 puisse réaliser 90 000 mouvements par an. 90 000 mouvements par an, en économie CO2, c'est à peu près 50 000 tonnes de CO2. Économiser. Économiser. Ouais. À titre de comparaison, pour remettre effectivement les choses dans le contexte, le transport à genoux, c'est plus de 500 moteurs aujourd'hui, c'est 31 millions de kilomètres et c'est 27 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc un projet comme le nôtre économise 2 fois la taille d'entreprise comme H2O. Donc c'est quelque chose de structurant pour le territoire. Et ça voudrait dire combien de trains aller-retour par jour? On pourrait imaginer à 90 000 transbordements, c'est 20 trains en aller-retour par semaine, ce qui peut ramener, selon que l'on travaille 6 ou 7 jours, 4 à 5 trains par jour. Olivier, vous voulez réagir? Laurent Massin-Le Goff, vous nous dites que ce type de transport multimodal, il existe depuis les années 70. On arrive à 50 ans. On est à 30% d'Allemagne. On est à très peu en France. Comment vous expliquez que ça ne se soit pas développé et qu'au contraire, ça se soit même délité, l'avez-vous dit, et qu'il y a eu des projets qu'on a tenté de lancer, je pense à Château-Gontier, par exemple, il y a une quinzaine d'années, et puis ça ne s'est pas fait. Comment vous l'expliquez, tout ça? Il y a assez simplement, dès lors qu'il n'y avait pas de volonté politique clairement affirmée et désormais inscrite dans la loi et dans les directives européennes, que ce soit la directive effectivement stratégie nationale bas carbone, impose effectivement, et fort heureusement qu'elle l'impose, dès lors qu'il n'y avait pas d'obligation effectivement légale, contrainte. C'est le contexte législatif. Le meilleur moyen de transport reste le transport individuel, donc le camion, mais on peut l'exposer aussi au déplacement collectif du quotidien. Donc, pas de volonté, effectivement, pas de volonté politique. Des sociétés qui ont développé un service d'une qualité, d'une agilité extraordinaire. En comparaison à l'Allemagne a une industrie effectivement de transport de produits pondéreux qui justifie effectivement une part de transport plus importante, en particulier les minerais et le charbon. Ça va imposer aux transporteurs de se réinventer, de changer des choses dans leur manière de fonctionner? L'une de mes vraies grandes surprises, je travaille avec des ETI. H2O est une entreprise intéressante, hein, c'est plus de 600 personnes, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a créé au travers de la SAS-TMA, on a rassemblé les entreprises de cette taille. Je suis très admiratif de leur engagement. C'est-à-dire qu'on a toujours effectivement cette image transporteur-pollueur, mais là vous avez des sociétés qui ont cette envie de faire des choses et inscrire leur entreprise dans le futur. Mais vraiment là qu'on est loin de l'image effectivement du transporteur qui méprise effectivement beaucoup de choses. Là on est sur des engagements qui sont finalement non fins. Faut qu'ils se réinventent. Ces transporteurs, par exemple, ne mettent aucune opposition de principe entre le transport ferroviaire et le transport routier. Ils imaginent la complémentarité comme évidente. Donc, ce qu'il va faire effectivement, qu'il basculera et qu'on basculera effectivement le report modal, c'est cette capacité que les entreprises vont avoir à collaborer. Ce qui n'est pas simple. La région Pays de la Loire avait commandé une étude super intéressante il y a 2 ans en arrière sur comment on peut installer un report modal ferroviaire durable et périn. Et l'un des écueils, au-delà du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure ou peu d'infrastructures et que les entreprises ne collaborent pas. Bon, jusqu'à maintenant, rien ne faisait les encourager à collaborer. Et ce que l'on veut faire humblement, c'est créer ce trait d'union entre les entreprises. Et concernant Château-Gontier, qui était aussi votre question, l'ambition de la communauté de communes de Château-Gontier est tout à fait louable. Un terminal fonctionne dès lors qu'il a une masse critique, puisqu'il faut renvoyer à un service équivalent au service de la route. Donc il faut du volume, il faut de la régularité. Ce qu'on pense, et son chauvinisme particulier, c'est qu'au niveau des Pays de la Loire, l'épicentre économique et le barycentre de transport se situe plus à Angers qu'ailleurs. J'imagine que des personnes de Château-Gontier iraient dire l'inverse, mais c'est notre position et je pense qu'Angers évite toute forme de rebroussement et de kilomètres à vide inutiles. Et d'Angers, on pourrait rejoindre l'Île-de-France, on pourrait rejoindre la Normandie, on pourrait rejoindre... Les lignes ne sont pas trop encombrées à ce jour? Les lignes, l'avantage du positionnement du terrain que l'on ambitionne, sur lequel on ambitionne de positionner notre terminal, a ça d'intéressant, c'est qu'il est sur la ligne ferroviaire Angers-Saumur-Tours,
qui est beaucoup moins chargé et qui permet d'obtenir des sillons plus facilement que sur l'axe Nantes-Angers-Le Mans, où il est difficilement envisageable de repositionner du fret ferroviaire. Et raccorder les Pays de la Loire au fret ferroviaire, c'est l'ouverture sur l'Europe, puisque l'un des plus grands hubs de transport en France est situé à Saint-Pierre-des-Corps, qui est sur l'axe du corridor atlantique. Donc là, c'est une ouverture pour les entreprises du territoire à un espace effectivement de jeu qui est l'Europe. On continue de parler de ce chantier d'ampleur dans un instant avec Laurent Massin-Le Goff. Le MAGECO, Bastien Lallier. En compagnie de Olivier Amard du Journal des Entreprises et de Laurent Massin-Le Goff, gérant du cabinet Helium Conseil qui accompagne Agenot et ses partenaires dans cette réflexion de construction de plateformes multimodales dans l'agglomération d'Angers. Un site a été identifié, vous en avez parlé, dans les Ardoisières, entre Trélazé et Saint-Barthélemy. Reste à savoir, Laurent Massin-Le Goff, s'il fera l'affaire, on n'en est pas encore sûr, il y a des études qui doivent être menées. Il y a toute une phase d'études. Ce que l'on a validé avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les collectivités territoriales, et pour éviter de reproduire ce qui s'est produit dans d'autres régions où des projets aussi vertueux ont été lancés, avec peut-être un manque de précaution a priori. Et ce qu'on a validé avec Angers Métropole, les agences de développement, avec la région, c'est que les points qui détermineront la création de ce terminal, c'est une étude de fiabilité, une étude effectivement de faisabilité qu'on va lancer et qu'on imagine terminer dans 18 mois, qui s'appuiera sur 2 points. Une étude d'aménagement technique du site, comment on peut le raccorder, ça c'est très technique. Et le deuxième point, c'est une étude de marché. Alors, les partenaires de la SAS que l'on vient de créer ont déjà des flux, mais on sait qu'ils ne seront pas suffisants pour justifier l'ouverture de lignes ferroviaires durables et pérennes dans le temps. Donc il va falloir embarquer plus de monde. Donc il faut embarquer plus de monde. Et c'est là où effectivement, ce qui est intéressant, on a des initiateurs qui n'ont pas peur d'investir, qui n'ont pas peur de s'engager. C'est en particulier les transports Agenot, mais je citerai aussi les transports Thébault qui sont de Nantes, les transports Cassier qui sont de Digoin, les transports, le groupe Combrande qui est un opérateur de transport ferroviaire qui s'est joint à nous et le groupe Opal. Ces gens n'ont pas peur effectivement de prendre des risques. De prendre les risques, effectivement, que l'étude ne soit pas positive, mais ils soutiennent effectivement cette idée du report modal et du partage des flux entre la route et le rail. Mais il est évident que les entreprises du territoire doivent se mobiliser. En sachant que le risque financier il est partagé avec les pouvoirs publics, puisque les collectivités sont engagées aussi dans la démarche. Et ce qui est suffisamment important pour être souligné et appuyé, on a reçu une écoute plus qu'attentive depuis 16 mois de la part d'Angers Métropole et la région Pays de la Loire, qui d'entrée de jeu ont considéré qu'il s'agissait effectivement de leur responsabilité que de permettre le report modal ferroviaire en Pays de la Loire et en Anjou en particulier. Le transport ferroviaire n'a pas toujours bonne presse. Est-ce que c'est un frein justement pour convaincre les entreprises ? Ça fait partie des enjeux du projet. Olivier, vous voulez réagir ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner pour les entreprises de transport qui ne vont plus avoir de camions sur les routes ? Ça fait aussi moins de chauffeurs, ça fait moins de chiffre d'affaires. Après, on en cherche des chauffeurs, apparemment, en ce moment. Là, évidemment, le report modal ferroviaire a des vertus environnementales qui sont démontrées depuis que le transport ferroviaire existe. Ça répondra aussi à 2 autres sujets. Un sujet sociétal. Il y a une pénurie de conducteurs. Elle est estimée aujourd'hui à 40 000 chauffeurs. Sur 400 000, on est à 10%. 40 000 à pourvoir en France. Ouais, 40 000 à pourvoir en France. Structurellement, on sait que le déficit va s'intensifier avec le temps parce que la pyramide des âges est ainsi faite que d'ici à 2030, on aura un manque de 70 000 conducteurs. Donc, il est plutôt malin que demain, effectivement, sur un trajet de 500 km, on envoie un équipage avec une motrice plutôt que 45 conducteurs, puisque la capacité d'embarquement d'un train, c'est 45 remorques. Donc, cette économie, elle est nécessaire. Derrière, les transporteurs, effectivement, seront toujours se réinventer et redévelopper d'autres services. Donc, il n'y a pas de manque à gagner pour eux, bien au contraire. Et ça n'empêche pas la concurrence, un projet comme celui-là. Non, puisque l'élément et ce qui fera la réussite d'un projet comme celui-ci, c'est sa capacité, effectivement, d'agréger
un maximum de flux. Le flux, on ne le trouvera pas sur les volumes traités par les 4 ou 5 transporteurs qui sont dans cette entreprise. Donc c'est un sujet qui est ouvert à toutes les entreprises, pour les entreprises du territoire, donc ouvert à tous les transporteurs routiers, bien évidemment. Il y a un club partenaire d'ailleurs qui se monte gentiment. C'est ce qu'on est en train de... C'est notre ambition avec la Chambre de commerce qui est partenaire de la SAS, qui est moteur dans le projet, avec les équipes également de l'ALDEV et Solutions Éco. On veut créer ce club partenaire. L'idée derrière le club de partenaires, c'est les entreprises du territoire s'engagent pour créer collectivement une solution de report modal durable et économiquement viable. Au niveau du calendrier, Laurent Massa-Le Goff, vous l'avez énoncé rapidement. Premier test espéré en 2025 ? 2025, on travaille avec SNCF Réseau à l'utilisation d'une surface existante qui nous permettrait de démarrer en mode réduit notre projet. J'insiste sur la notion de réduit. Il ne s'agit pas de faire un mode dégradé, mais de limiter la capacité d'expédition. L'idée est de créer assez rapidement un produit d'appel et susciter la demande. Parce qu'on croit à la démonstration par la preuve. Début du chantier espéré en 2026 mi-2025 sur le mode réduit. La construction du terminal d'Angers Trélazé est plutôt une échéance 2027-2028. Bon, et si les ardoisières ne font pas l'affaire, il y a des plans B, C, D envisagés quand même ? J'imagine que vous partez pas... Oui, quand on embarque des entreprises de cette dimension, mieux vaut toujours être précautionneux. Oui, il y a des alternatives, mais il y a surtout des choix préférentiels. Donc les ardoisières restent un choix préférentiel. On l'entend bien. Ce sera une solution, de toute façon, une solution parmi d'autres efforts qu'il faudra faire en parallèle. Hein. Ce n'est pas la solution. Non, pour décarboner le transport, il y a absolument... il n'y a pas une vérité unique. Il y a une multitude de choses que les transporteurs devront mettre en place pour réussir ce qui est inscrit dans la loi française, qui fait partie de la stratégie nationale bas carbone, c'est de réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030, c'est demain, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc l'ambition est forte, elle est absolument nécessaire, donc il faut que nos entreprises et les entreprises du territoire nous accompagnent dans un projet comme celui-ci. Et juste un dernier mot, Laurent Massa-Le Goff, sur vous avez déposé les statuts de la SAS Alliance récemment. Transport Multimodal Alliance. Tout à fait. En termes de gouvernance, comment ça va se passer ? Est-ce que Agenot, qui est à l'origine, va diriger ? Comment ça ? Vous êtes mis d'accord ou pas ? Je ferai un parallèle avec d'autres projets qui ont existé dans d'autres régions. La gouvernance sur un sujet comme celui-ci, elle est clé. Il faut des acteurs engagés, il faut des acteurs qui se comprennent. Agenot a le bénéfice effectivement d'être présent sur le territoire. C'est Agenot qui va diriger cette entreprise. Je serai aussi partie prenante dans la direction de cette société. Et on suivra ça avec attention. Merci en tout cas d'avoir pris part à cette émission. Laurent Massa-Le Goff, dirigeant d'Helium, conseil cabinet d'expertise engagé aux côtés d'entrepreneurs comme le Choletais Agenot dans ce projet de création de plateforme multimodale route-train. On suivra ça avec attention. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Olivier Amar du Journal des Entreprises qui m'accompagnait et à David Mainfroy à la technique et à la réalisation. Un programme que vous pouvez évidemment réécouter en podcast sur rcf.fr et sur notre page YouTube RCF Anjou. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par le Centre de congrès Jean Monnier, Destination Angers.